Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement en retard, complètement comme d'habitude, des sorties polar et thriller d'octobre 2025. Comme d'habitude finalement, un mois sur deux, voire 2 mois sur trois, je n'y pense jamais. Cette vidéo est systématiquement en retard alors que ça fait quasiment 4 ans que je la fais. Ouais, c'est dramatique, je n'y pense jamais. Voilà, je devrais me dire à partir du 20, bon, tu commences à regarder les sorties du mois suivant, comme ça, le 25 tu la tournes à peu près, tu vois. Hein. Mais non, 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 ça me sort de la tête systématiquement, c'est dramatique. Je me saoule moi-même, je m'auto-saoule, hein, je vous assure. Hein. Donc beaucoup de choses à vous montrer pour ce mois d'octobre. Cette fois-ci, je les ai pas mis dans l'ordre chronologique de sortie, ce que je fais d'habitude. Donc du 1er au 31 octobre. Là, c'est complètement aléatoire. Parce qu'en fait, après avoir sélectionné mes lectures, je me suis aperçu que j'en avais sélectionné tellement que j'ai eu une flemme immense de tout mettre dans l'ordre chronologique. De tout regarder et de tout mettre dans l'ordre. Donc, flemme. Mais alors, une flémingite gigantesque. Je me suis dit, tant pis, ils vont s'en remettre. Il faut que je pense bien à donner les dates systématiquement, que je n'oublie pas, même si je dois le faire plusieurs fois. Voilà, comme d'habitude, on est sur Babelio. Et comme d'habitude, je préfère le préciser, je ne donne les sorties, je ne vous montre les sorties, seulement celles qui m'ont intéressé. Voilà, je ne vous donne pas toutes les sorties polar et thriller du mois d'octobre. Voilà, je les ai regardées, j'ai regardé toutes les sorties, j'ai sélectionné ce qui m'intéressait. Parce que si je devais parler de toutes les sorties polar thriller, il y en aura encore plus, et par honnêteté intellectuelle, je préfère ne vous montrer que ce qui pourrait moi m'intéresser. Parce que c'est ma chaîne, tu vois. Et c'est mes vidéos. Et c'est mes avis lecture. Donc je me dis, je montre ce qui m'intéresse moi. Si vous voulez des vidéos vraiment complètes là-dessus, je pense que d'autres le font très bien, voilà. Notamment... non, j'ai des noms en tête, mais je vais pas faire de la pub à la concurrence, bien sûr. Alors, j'ai failli donner des noms, mais bon, moi on m'en fait pas, je vois pas pourquoi j'en ferais pour les autres. Retour à Carberry de Sarah Ortolan, ou Ortolan, je ne sais pas. Ça sort le 2 octobre chez Istia et compagnie. Un thriller psychologique à rebours où les secrets d'hier gangrènent la réalité d'aujourd'hui. Après 20 ans, Stan devient dans la petite station balnéaire de son enfance. Il revient dans la petite station balnéaire de son enfance. Ouais, ça va être très aléatoire, j'ai l'impression. Si je commence déjà à mal prononcer aujourd'hui, ça va être mal barré. Il ne cherche rien, surtout pas remuer le passé. Mais un drame violent réveille brutalement ses souvenirs. Stan retrouve Alice et Finch, ses deux amis de l'époque. Ensemble, ils reprennent l'enquête de leurs 11 ans. À quoi jouaient-ils cet été 97 et quels étaient leurs secrets entre polar et récits initiatiques, retour à Carberry, bon blablabla. Bon, ça nous en dit pas beaucoup, mais ça a l'air sympa, la couverture est pas mal. Donc, le 2 octobre de Sarah Ortolan chez Istia et compagnie. Et donc, il y en a beaucoup, je vais pas m'attarder vraiment. Hein. Le dernier Momalo, donc petit roman de 175 pages qui sort donc aux éditions de La Martinière le 3 octobre. Qui est sorti, pardon, parce qu'on est le 5, qui est sorti le 3 octobre. Et donc, oui, j'ai bien aimé ce résumé. Donc polar court et dystopique, hein, je vous le dis. Nous ne serons jamais, au grand jamais, une propriété que quiconque peut acheter. Jens Frederik Nielsen, actuel Premier ministre groenlandais. Nous allons conquérir le Groenland d'une manière ou d'une autre. Donald Trump, président des États-Unis, malheureusement. Quelque part au Groenland, dans un futur proche, contraint par des ravisseurs qui menacent de s'en prendre à sa fille et sa femme, Frédéric Carlsen, nouveau Premier ministre groenlandais, met son pays aux enchères. États-Unis, Chine, Russie et Danemark s'affrontent dans une course effrénée, prêts à débourser des milliards pour s'approprier l'île, continent et ses ressources inestimables. Retenu dans une cabane isolée, Carlsen parvient malgré tout à envoyer des messages codés qui mettent la police de Nuuk sur sa trace. À Nuuk, à Putiku, peut-être, je ne sais pas, Kalakek, chef inuit de la police, et Else Adriensen, fille du célèbre Kanak, mène une course contre la montre pour sauver la famille Carlsen et stopper cette vente sans précédent.
Voilà, donc petit pied de nez à Donald Trump qui, il y a quelques temps, a dit « Bon, je vais acheter le Groenland, on va faire ça. » Bon, en fait, pas du tout. Donc voilà, ça a l'air vachement bien. Donc le 3 octobre. Le prochain, Sandrine des Tombes, chez XO Édition, qui sortira le 16 octobre, là. Les Malveillants, quand les fantômes du passé remontent des entrailles de la terre, des pluies de Cévenol sans précédent, un véritable déluge s'abat dans le sud de la France. Bon, il va être content, il pleut déjà pas beaucoup. Une jeune femme est retrouvée ensevelie vivante mais plongée dans le coma. Son visage fait ressurgir un passé enfoui. Une adolescente, Océane, disparue 8 ans plus tôt à quelques kilomètres. Pour Gab Zeller, enquêteur des affaires non élucidées de la gendarmerie, et Domitille Fourest, capitaine de la brigade de recherche de Nîmes, cette découverte réveille les ombres d'une mémoire que l'on croyait oubliée. Elle lève le voile sur des existences marquées, blablabla. Bon, c'est un résumé qui en dit pas beaucoup, mais qui est quand même assez long. Donc c'est vraiment pour les fans. J'imagine que c'est une série. J'ai jamais lu de Sandrine des Tombes, hein, je m'en excuse. Hein. Mais c'est pour les fans, quoi. C'est le genre de résumé qui en dit pas beaucoup. Tu vois. C'est un peu bon, mais ça a l'air quand même pas mal. Hein. Je pense qu'elle est là depuis longtemps, Sandrine des Tombes. Je pense qu'elle gère. Donc le 16 octobre chez XO. Faudra que je me lance dans Sandrine des Tombes à un moment, parce que la couverture est quand même pas mal là aussi. Hein. Légitime violence de Marc Duguin chez Albin Michel. Il est sorti le 1er octobre celui-là. Et il me fait quand même un sacré appel du pied, c'est moi qui vous le dis. Autour de la marquise de Brinvilliers, une figure libertine et séductrice au cœur des intrigues de la cour de Louis XIV, se multiplient des morts suspectes, notamment celles de son père et de ses frères. Accusée d'empoisonnement avec son amant, elle est condamnée après une enquête minutieuse. Donc vraiment, pourquoi pas. Un truc beaucoup plus historique qu'enquête, je pense, mais il y a largement moyen que ça me plaise. Donc sorti le 1er octobre chez Albin Michel. Celui-là, bon, comment vous dire qu'il va faire partie des sorties prioritaires. Cache-cache je sais pas comment on dit, Soren Svestrup, je sais pas, c'est celui qui a écrit celui ou celle, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Celui ou celle qui a écrit Octobre, il y a quelques années, que je n'ai toujours pas lu et que j'ai en poche, et qui apparemment est incroyable. Donc, 1, 2, on va jouer à un jeu, tout commence par une innocente comptine que chantent les enfants lorsqu'ils jouent à cache-cache. 3, 4, je vais te battre comme plâtre. Bizarre les rimes. Puis soudain, tourner au cauchemar. 5, 6, il faut que le jeu se finisse. Et réveiller le souvenir d'un passé sanglant. Après Octobre, le maître du thriller, bon blablabla. Oui. Bon, on n'en sait pas grand-chose, cache-cache. J'imagine que c'est une histoire de disparition. Il fait 620 pages, hein, sorti le 1er octobre. Je pense qu'il va falloir que j'aille faire un tour à ma librairie habituelle. Ouais, ça va me paraître quand même assez indispensable. Donc sorti le 1er octobre. Je sens que ça va être bien. Le prochain aussi, Donato Carisi, donc le dernier, il faut le dire maintenant, parce qu'il est sorti le 1er octobre, chez Kalman Levy, qui fait 320 pages. Célèbre hypnotiseur d'enfants, Pietro Gerber, reçoit dans son cabinet un couple inquiet pour son fils. Toutes les nuits, Matisse hurle à la mort, affirmant qu'une dame silencieuse et vêtue de noir est la cause de tous ces maux. En enquêtant, Gerber découvre que le garçon est la clé d'un crime irrésolu. Le sort d'une mère de famille inconnue est en jeu. Si celui-là, je pourrais l'avoir en SP, sur NetGalley ou autre, je ne dis pas non. Si toi, tu travailles chez Kalman Levy Noir et tu veux m'envoyer le SP, tu peux. Tu peux complètement. Il y a beaucoup de sorties là qui me font envie, mais pas assez de budget, je le dis souvent. La Ligue de l'Imaginaire, l'année dernière, ils ont sorti un petit recueil de nouvelles. L'année dernière, ça allait, je crois, c'était au Rire Médecin, quelque chose comme ça. Il doit être quelque part dans ma bibliothèque, le premier, que j'ai plutôt bien aimé. C'était assez sympa, même si certains étaient quand même un peu hors contexte. Mais voilà. Et cette année, vous vous souvenez, la CTEB. Attends, c'est quoi CTEB? Je ne sais pas. Donc, ça soutient une association. Et donc, c'est pour la bonne cause. Avec beaucoup de bons auteurs.
Donc on a Olivier Noirec, Giacometti, Tillier, Cédric Cyr, Takian, Lepsker, Olivier Ball, voilà, spécial frayeur cette année. Et voilà, c'était EB. Alors dites-moi quel associé c'était EB. Ça se trouve c'est évident, je suis un teubé. Mais voilà. Donc c'est sorti le 1er octobre et je vais bien sûr l'acheter. Et pas d'occasion de neuf, il faut que l'argent aille à l'association. C'est à ça que ça sert. Le prochain, Joe Nesbo, Rat Island. J'avais beaucoup aimé, enfin j'ai bien aimé, beaucoup aimé. J'exagère tout à chaque fois. J'avais bien aimé. C'était très divertissant. Ah, je sais même plus. J'ai prêté à ma mère celui-là, je crois. Son roman de l'année dernière, qui était assez horrifique. Ça changeait un peu par rapport à ce que fait Joe Nesbo d'habitude. Le téléphone carnivore. Carnivore, pardon. Il fait 423 pages celui-là, donc c'était très cool le téléphone carnivore. La vengeance, le pouvoir et le progrès scientifique sont les thèmes de ces 5 nouvelles. Ah oui, c'est des nouvelles, voilà, noires, donc je vais pas en dire plus. On a 5 nouvelles noires, très belles et glaçantes, voilà, Rat Island. Donc le Rat Island, qui apparemment est la plus longue. Ça sort le 2 octobre, c'est chez Gallimard. Le prochain, Nicolas Feuze, 336 pages, chez Rosie and Wolves. Et il est sorti le 2 octobre, La Secte. Dans les Alpes suisses, un stage de remise en forme vire au cauchemar. Entre 94 et 97, l'ordre du Temple solaire a accumulé 74 victimes dont l'âge variait entre 3 mois et 79 ans dans des massacres perpétrés au Québec, en Suisse et en France. Suite aux événements du Vercors survenus en décembre 95, un rapport d'enquête parlementaire français classe à l'OTS comme secte. 30 ans plus tard, 6 personnes, dont l'inspectrice genevoise Anna Barthomeu, se retrouvent coincées dans un refuge de haute montagne dans les Alpes valaisannes, en pleine tempête de neige, sans réseau téléphonique ni Wi-Fi. Ce qui leur a été présenté comme un stage de remise en forme tourne au cauchemar. Voilà. Donc franchement, pourquoi pas? Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Donc pourquoi pas? J'ai déjà pas mal de romans qui me font envie, donc celui-là, je vais attendre plutôt de voir les avis de mes petites et petits camarades, bien sûr, chroniqueurs et chroniqueuses et autres blogueurs, avant d'essayer de le tenter peut-être. Le dernier Agnard, Jonasson, un calme blanc. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, c'est la trilogie blanche tome 2. Honnêtement, je vais pas perdre mon temps à lire tout le résumé. Donc c'est aux éditions de la Martinière, c'est le deuxième tome de sa trilogie blanche. Voilà. Donc ça sort le 3 octobre. Honnêtement, là, vu le reste qui me reste à vous présenter, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue en fait. C'est ça le truc. Surtout que Ragnar Jonasson, je n'ai jamais lu de ses romans, je m'y connais pas trop, donc je vais pas m'attarder dessus. Par contre, celui-là, je vais le lire, c'est sûr à 100%. Si les chats pouvaient parler, la librairie des chats noirs, tome 2. Donc la série des chats noirs, on va appeler ça comme ça. La librairie de Marzio Montecristo, les chats noirs, a été choisie comme librairie flottante pour un événement exclusif. Le célèbre auteur de romans policiers Galeazzo écrira les derniers chapitres de son roman. À bord d'un bateau de croisière qui fera le tour de la Sardaigne. Marzio n'est pas très enthousiaste, il déteste Galeazzo. Mais la librairie est en difficulté, c'est une opportunité à ne pas manquer. Le libraire se lance donc dans l'aventure, emmenant avec lui l'inspecteur Caruso, futur membre du club de lecture des enquêteurs du mardi, et ses 2 mascottes félines, Poirot et Miss Marple. Marzio imagine passer des vacances somme toute agréables, mais le voyage prend une tournure inattendue lorsqu'un meurtre vient troubler l'atmosphère idyllique de la croisière. Personne ne peut quitter le navire et la tension est à son comble. Ce deuxième volet des aventures, blablabla. Donc la suite de la librairie des chats noirs, moi je suis super chaud, j'avais adoré le premier tome. J'espère tout autant kiffer le deuxième, la couve est plutôt sympa. Je me serais pas arrêté devant s'il n'y avait pas marqué Poulixi en gros et les 2 chats noirs, pour être très honnête. C'est parce que je sais que voilà, il y a eu les librairies des chats noirs avant que la couve était vraiment incroyable. En tout cas pour ma part, elle était incroyable. Voilà. Là ça fait pas roman d'art, c'est parce que c'est thème croisière donc forcément. Mais voilà quoi. Donc voilà, ça sort le 8 octobre.
Noël mortel de Betty Pizzioli ou Piccioli, je ne sais pas, chez Rajo Éditeur, Rajo Édition. Donc oui, un polar de Noël, je ne sais pas, un thriller de Noël. Noël approche avec son nouveau groupe d'amis. Dorian se rend un soir illégalement dans un vieux château alsacien pour une exploration nocturne. Monsieur fait de l'urbex. La neige commence à tomber, l'endroit est magique. Mais la soirée vire au cauchemar lorsque Carla, une des filles du groupe, tombe du rempart et s'écrase en contrebas, morte. Que lui est-il arrivé? A-t-elle glissé? L'a-t-on poussé? Ou bien les rumeurs selon lesquelles le château serait-il hanté sont-elles fondées? Tu incarnes Dorian, et si tu ne fais pas rapidement les bons choix, toi et tes amis pourraient bien ne pas survivre jusqu'à Noël. Je rêve que ce soit un livre dont vous êtes le héros, mais version thriller. Donc, il fait partie de ma wishlist, pour être très honnête. Donc, le 8 octobre. Ingrid Astier, Ultima, chez Gallimard, qui sort le 9 octobre. Série noire Gallimard. Un matin de Noël, Rémi, membre de l'anti-gang et tireur d'élite, est appelé pour assurer la sécurité de Richard Schnonberg, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, un mania des médias qui donne une fête au musée des arts forains. Le policier s'arme de l'Ultima Ratio, un fusil de haute précision que son ancien chef lui avait confisqué. Mais la réception tourne au drame. On n'en sait pas beaucoup. Avec un résumé un peu court. Mais pourquoi pas? Il faut voir. Je le prioriserai largement pas, mais je serais curieux de voir les retours. Quand j'en verrai. Donc il sort, je l'ai dit, le 9 octobre. Tout doit disparaître de Alice Paul chez Robert Laffont. Il sort également le 9 octobre. Une enquêtrice à la poursuite des fantômes d'un vieux sanatorium abandonné. Bon, le coup du sanatorium, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas revu. Il arrive un moment où la témérité devient une forme de connerie. Le tout est de sentir venir la transition. Pas évident ça. Enfin, les affaires reprennent. Charlie, enquêtrice dans un village de montagne trop tranquille à son goût, est appelée avec son équipe dans un vieux sanatorium désaffecté dans la forêt du coin. Une fois sur place, elle doit se rendre à l'évidence. Certes, il y a bien une victime, mais tout indique un banal accident. Déçue et terriblement en manque d'action, elle décide malgré tout de fouiller un peu les recoins de ces bois lugubres. Tandis que le commissariat et le village ne songent plus qu'à organiser les festivités d'Halloween, Charlie enquête et se laisse prendre par les histoires de fantômes. Et les âmes damnées qui peuplent ces lieux. Quel secret recèle ce sanatorium où la vie semble s'être arrêtée d'un coup? Guidé par son instinct de policière chevronnée, blablabla. Bon, ça a l'air d'être pas mal du tout. La couverture ne fait pas du tout penser. La couverture est très inappropriée. Pourquoi on n'a pas le château en fond, un peu dark avec la neige? Un truc clair-obscur, tu vois. Hein, avec la meuf en rouge, elle peut rester là, la meuf en rouge avec son clébard, hein, mais qu'on voit le château, qu'on voit avec la forêt. Ça fait très cliché comme couverture ce que je décris. Mais c'est ça qui donne le ton, c'est ça qui fonctionne. Et là, je trouve que... Ouais, non, là, ça me fait plus penser à une espèce de... Pas de romance, mais petite histoire de Noël, d'hiver, tout ça. Ça me... Ça me chauffe pas la couverture, juste la couverture, je parle pas du résumé, ça me chauffe pas sur un thriller. Mais franchement, ça a l'air bien. Ça a encore un énième truc de sanatorium, mais why not, en vrai. Donc ça sort le 9 octobre chez Robert Laffont. Ça a l'air bien. Oui, alors, je sors un petit peu de mon carcan de polar pour mettre un truc légèrement politique. Le prochain livre, sans parler de roman, le prochain livre de Clément Viktorovitch, Logocratie. Je vous laisse lire le résumé vous-même. Si vous connaissez Clément Viktorovitch, vous savez, toi-même tu sais, je vais pas tout décrire. Il sort le 10 octobre son roman. Clément Viktorovitch, je le suis sur Twitch, regarde ses vidéos YouTube, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, quand j'ai vu qu'il sortait son roman, j'ai eu envie d'en parler. Je ne vais pas lire le résumé parce que c'est très politique et chacun a ses propres convictions et j'espère que tu ne te désabonneras pas parce que je parle de ce livre. Parce que déjà je fais ce que je veux, mes convictions sont les miennes, tes convictions sont les tiennes. Pas de jugement politique là-dessus, mais j'ai eu envie de... Voilà. Parce que j'aime beaucoup le streamer et le youtubeur. Il est très éclairant sur plein de sujets. Je vous incite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne Twitch et YouTube.
Et donc voilà, j'ai eu envie d'en parler. Donc c'est chez Seuil, il sortira le 10 octobre. Voilà. Moi j'accepte tout le monde sur ma chaîne, qu'importe le bord politique. Bien sûr, je m'en fiche complètement. Mais j'avais envie de parler de ça. Parce que on sait très bien de quel bord est Clément Viktorovitch. Hein. Donc pas de jugement de valeur parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Hein. C'est évident, mais je préfère toujours le dire. On est là pour parler de livres. Donc je me suis permis une petite glissade, voilà. Je suis né du diable, le prochain Jean-Christophe Granger qui sort le 15, le 15 octobre. Et questionné sur ses idées et leurs origines, l'auteur se tourne vers son enfance, heureuse mais anormale, marquée par une menace non révélée, afin de trouver les sources de son inspiration. En creusant, il découvre des éléments d'épouvante et de violence qui ont façonné, son écriture. Donc on ne sait pas en fait. C'est peut-être son enfance, littéralement. Une plongée saisissante dans un destin familial marqué par un père diabolique. Granger se révèle, peut-on jamais échapper à ses origines? Bon, la couve est assez cool. La couve est assez cool, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, c'est du Granger, on a l'habitude. Donc ça sort le 15, chez Albin Michel. Du sang sur les pierres d'Adrian McKinty chez Fayard. Pour Sean Duffy, chaque jour est un nouveau défi. Répression d'émeutes, déception amoureuse, enquête résolue, mais jamais portée devant les tribunaux. Lorsqu'on découvre le corps de la journaliste Lily Bigelow dans la cour du château de Carrickfergus, tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide, mais l'inspecteur, avec son flair inégalé, repère quelques détails troublants. Petit à petit, ce qu'on tenait pour une tragédie se mue en un mystère mêlant corruption et abus sexuels dans les sphères du pouvoir. Désormais, deux questions cruciales obsèdent Duffy. Qui a tué Lily Bigelow alors que l'accès au château semblait impossible ? Et surtout, quel secret voulait-on enterrer avec elle? Donc, ouais, résumé très classique, mais la couve m'a plutôt plu. Le résumé, j'ai trouvé assez bien foutu, plutôt efficace, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, why not, tu vois. Why not. D'habitude, je me serais pas trop arrêté, mais là, je sais pas pourquoi, je me suis arrêté devant. Je ne me l'explique pas. Donc, il sort le 15 octobre, celui-là, chez Fayard. Le prochain Steve Berry, bien sûr, du bon gros polar historique qui tâche, pour ne pas changer. L'héritage du Vatican, alors tu penses bien qu'avec un nom pareil, ça m'a tout de suite titillé, tu vois. Donc voilà. Cotton Malone, sur la piste du secret le mieux gardé du Vatican. Voilà. Comment te dire que dire de plus? 1512, dans la cathédrale de Sienne, le pape Jules II et Julien de Médicis concluent un accord. Dans le plus grand secret, celui-ci, placé sous l'égide du serment du Christ, engage le Vatican. Ad vitam aeternam. 2025, Cotton Malone est recruté par la garde suisse pontificale pour enquêter sur les agissements suspect d'un cardinal. Très vite, son enquête le mène sur les pistes de deux mystérieux documents, vieux de plus de 500 ans, et qui, s'ils étaient dévoilés, menaceraient les fondements même de l'Église. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas lire le dernier paragraphe, je pense qu'on en sait assez. La couve est bien, c'est du Steve Berry. Moi, il faut vraiment que je m'y mette, hein, sans déconner. À plein d'auteurs, je dis ça, mais j'ai pas un rythme de lecture assez important. J'en lis une 50aine par an, ce qui est déjà largement... C'est honorable de fou, tu vois. J'en lis un par semaine à peu près en moyenne, tu vois. Mais j'ai trop de livres que j'ai envie de lire pour un rythme pas assez bon. Donc voilà. Trop de choses à lire pour peu de livres lus. Je l'ai pas déjà... J'en ai pas déjà parlé de celui-là? Si, hein. Je l'ai mis 2 fois en fait. Oui, donc on va le passer. Le prochain, Cécile Cabanac. Attends, j'en ai parlé. Oui, il sort le 16, celui-là. Aux éditions Le Cherche Midi, toujours la petite pavasse, le Steve Berry, 544 pages, le 16 octobre. Donc, Cécile Cabanac, qu'on commence à connaître, hein, mine de, qui fait 400 pages, chez Michel Lafon, sort également le 16 octobre. Une nouvelle voix du polar français. Qu'est-ce qu'elle a écrit déjà? Je sais plus. J'ai même pas encore lu, je te jure, mais je l'ai en e-book, hein, faut que je m'y mette. Dans une maison abandonnée de la banlieue de Lille, une jeune fan d'Urbex découvre le corps d'un homme décharné et ligoté aux portes de la mort. Le supplicié décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Son autopsie révèle un étrange message contenu dans son estomac, l'éternité aux élus. Le commandant
Xavier Ducastin, son équipière, la capitaine Nadia Vernois, et la stagiaire de l'école de police Sibylle Caravasdoué, veulent croire à un lien entre le propriétaire des lieux, un ancien militaire délirant en des idées sectaires, et cette mise à mort ritualisée. Combien de temps le supplicié a-t-il été retenu prisonnier et privé de nourriture? Était-il victime ou consentant? Commence une enquête, donc voilà. Faut voir ce que ça donne. Faut voir, là, ça en dit assez pour être carrément intriguant. Donc, franchement, en plus, la couve est bien aussi. Hein. Donc c'est chez Michel Lafon le 16. Oui, alors 25 enquêtes passionnantes qui gardent leur part de mystère. Voilà, si vous ne connaissez pas l'heure du crime, c'est une émission sur la radio RTL qui est réécoutable en podcast, tu vois, tout ça. Sur YouTube aussi, il me semble qu'ils ont leur chaîne YouTube, l'heure du crime. Moi j'aime bien. C'est de Jean-Alphonse Richard. Alors ça passe l'après-midi, donc 99% du temps je ne peux pas l'écouter en direct, mais il m'arrive de m'écouter un podcast de l'heure du crime. C'est sympathique. C'est des faits réels, tu vois, hein, étayés, avec des témoignages, des experts et tout. C'est vachement sympa. Donc là, on a 25 enquêtes. Des spéciales cold case. C'est cool. Ça sort le 16 octobre également. C'est aux éditions de L'Opportun. Voilà. La montre de Tonton H. Mais je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si. Voilà. Si j'ai le droit de prononcer ce nom sur YouTube. C'est chez Studio Fact, je ne connais pas du tout, de Yves Azeroual et Christophe Barbier. 320 pages. La montre de Tonton H. Les objets les plus ordinaires peuvent renfermer des secrets vénéneux. Un thriller historique palpitant inspiré du destin de la véritable montre de Tonton H. En mai 1990, Mia perd son grand-père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend qu'il détenait la montre personnelle de Tonton H. L'a-t-il dissimulé quelque part? Il a en tout cas légué à Mia un journal intime, celui de l'aide de camp du F. Tu vois. Donc je dis Tonton H, c'est pas affectueux, hein, je dis ça comme ça. Hein. Faut pas, allez pas vous mettre de mauvais délires dans la tête. Hein. La jeune fille apprentie comédienne, accompagnée par un camarade de guerre de son grand-père, se lance à la poursuite de la montre qui suscite bien des convoitises autour d'elle. De son côté, Hans, un étudiant berlinois, mène aussi son enquête. Il est le petit-fils de l'aide de camp du tonton H. De Paris à Berchtesgaden, j'y étais presque. Hein. De Berlin à Lausanne, de la Pologne au Maryland, en remontant aussi le temps, une course folle entraîne... J'ai eu un bug. Hein. Une course folle entraîne les deux jeunes gens, une course contre et pour la montre. Alors, si c'est juste pour récupérer la montre, ok. Mais il faudrait un enjeu un peu plus important. Mais, franchement, rien que pour le côté historique, moi je me laisserais carrément bien tenter, tu vois. Alors, Christmas Pudding, Hercule Poirot en BD. Alors, Hercule Poirot n'est pas aussi joufflu. Alors, ok, il est pas maigrichon, Poirot. Hein. Le corps, ça a l'air d'aller à peu près. Mais alors, il y a trop de joues. Hein. Ou alors, il a fait des réserves pour l'hiver. Je ne sais pas. Mais faudrait revoir la taille du visage, hein, sans déconner. Taille de la tête, là. Oui. Pourquoi pas. Hein. Donc, Christmas Pudding en BD. Voilà, ça sort le 22. Donc, je n'ai rien de plus à dire. Stéphane d'Agatha Christie, voilà. Ça sort le 17 octobre. J'ai oublié de le lire chez Studio Fact. Hein. Voilà. De Yves Azeroual et Christophe Barbier, je le répète. Hein. Donc voilà, alors je vais pas m'attarder là-dessus. Le prochain, Karine Gibel. Karine Gibel, ça ne m'a jamais tenté. J'ai pas tellement envie de la lire, mais il faut que je la tente quand même, parce que c'est pas rien, ça reste Karine Gibel. Ou Giebel, je sais pas comment on dit finalement. Un jour, je demanderai, il y a des auteurs comme ça me tente pas, mais j'ai envie de tenter quand même. Genre, je demanderai sur Instagram, en story, d'ailleurs, abonne-toi à mon Instagram, un lien dans la description. Un de mon Linktree, en tout cas, tu auras tous mes liens via le Linktree. Demander en story sur Insta, pour vous, quel est le meilleur Karine Gibel? Genre, si je dois lire un Karine Gibel, ça serait lequel? Pour que vous puissiez me dire, tu vois. Après, dis-le moi dans les commentaires, hein, si jamais tu as un nom en particulier en tête. Donc, Acide de Karine Gibel, le 23 octobre aux éditions Récamier. Tu iras regarder le résumé toi-même. Hein. Millennium, tome 8. Je vais pas lire le résumé non plus, parce que Millennium, c'est une série, on est dans le tome 8, c'est un truc hyper connu.
Ça sort le 1er octobre. Quand je te dis j'ai rien mis dans l'ordre, je sais que j'ai rien mis dans l'ordre. On passe du 23 au 1er. De Karin Smirnoff, Millennium tome 8. Donc pour les fans, voilà, à mon avis, il faut lire les 7 d'avant. Ce que je n'ai pas encore fait. Je les ai tous, hein. Ou presque. J'ai les 2 tiers, je pense. Je les ai pas tous. Mais j'ai quasiment tous les Millennium. Donc voilà. Là, la couve est incroyable. C'est chez Actes Sud, donc Actes Sud, ils savent faire les couvertures. J'adore les couvertures d'Actes Sud. Et donc voilà. Je vais pas épiloguer plus que ça sur la saga Millennium. La théorie du mal aux éditions Les Lauréats. Je ne sais pas, c'est une maison d'édition, c'est Les Lauréats. C'est marqué ça. Réduite à moins qu'une ombre, Victoire est retrouvée agonisante, mutilée de morsures humaines. Amnésique, quelque chose en elle résiste. Ailleurs, une autre femme attend, prisonnière de l'obscurité d'une cave. Entre elles, un fil invisible se tend, guidé par un marionnettiste prêt à tout pour contrôler ce qu'on ne guérit pas. Dans ce huis clos à ciel ouvert, la bête rôde et refuse de mourir. On n'en sait pas beaucoup. Mais bon, pourquoi pas. C'est de Margot Estner. Et on n'a pas le nombre de pages. Tiens, ça sort le 1er. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire dans le commentaire ce qui toi te tente. Tu vois. N'hésite pas à noter aussi toi-même les sorties dont je n'ai pas parlé. Et les sorties dont je n'ai pas parlé, je l'ai fait exprès de pas en parler parce que ça m'intéresse pas. Et comme je te l'ai dit, je ne parle que des sorties qui m'intéressent ou qui titillent un minimum ma curiosité. Mais tu peux toi-même rectifier le tir et donner plus de sorties toi-même dans les commentaires. J'épinglerai ton commentaire si tu le fais. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous, et à la prochaine, chers Lister, encore merci pour les 1000 abonnés d'ailleurs.